Nous y voilà خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم أزول في اللون. Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il vous plaît dans les commentaires si vous me regardez bien comme il faut, parce que c'est une première pour moi يا جماعة الخير, c'est la première fois que je vais vous parler sur TikTok. Voilà, après beaucoup de résistance, j'ai pris à la légère TikTok, je ne l'ai jamais pris au sérieux, et maintenant je pense que beaucoup d'entre vous m'ont contacté sur les autres réseaux, nous sommes présents régulièrement et quotidiennement, ou Gakaloli Abdo, tant que sur TikTok, tu rates ta vie. Voilà, on ne peut rien comprendre. TikTok, c'est devenu, selon les statistiques, le deuxième réseau social le plus utilisé en Algérie, juste après Facebook. Donc, bonsoir tout le monde. Saïkou, Ousselela, Dani Tok. Vous avez tous des jolis prénoms par contre, hein. C'est bel et bien moi. Donc, ce compte TikTok qu'on a créé depuis début novembre pour être beaucoup plus précis. Et beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des messages. Est-ce que c'est votre compte officiel? Parce qu'auparavant, depuis 3-4 ans, des personnes qui m'aiment beaucoup, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils m'ont fait la publicité pendant 3 ans. Ils ont créé des comptes avec Abdo officiel, mais c'était pas ma personne. C'était pas du tout moi. Donc, cette fois-ci, c'est moi-même. Je crois le badge de donateur numéro 1. Je sais pas. Je ne maîtrise pas TikTok. Donc, vous allez m'expliquer exactement comment je vais procéder. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je commence ma vie sur TikTok avec vous. Alors, je vous explique comment on va procéder ce soir. On a 26 personnes. Venez tous nous rejoindre. Nous sommes un cercle ouvert. On n'est pas une secte. On est un groupe très très ouvert. On va vous expliquer ce qu'on va faire sur ce compte TikTok. On attend comme exactement comment on va travailler de plus en plus. Il y a des chiffres qui sortent de partout. 328 fans. Il y a beaucoup de cœurs. Ça me touche. 38 de l'autre côté. C'est des gens qui peuvent interagir avec nous sur les chats. Ils nous envoient des messages. Comment on peut travailler avec vous. Salam frère. Marhaba bekoum. Abdou, c'est quoi le sujet ce soir? Je vais vous le dire. Il faut juste partager le live. Allez les jma'a, Saint-Cyprien, il vous dit partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Sur quoi vous allez partager? Je ne sais pas trop. Moi, je vais le partager. Alors, je vous explique ce que je vais faire. On va se voir, j'espère qu'on va se voir en tout cas, au moins 3 fois par semaine sur ce compte. Je vais vous raconter l'histoire de ce compte. Ce que nous allons dire sur ce live-là, vous allez le retrouver aussi sur notre chaîne YouTube officielle, Abdou Sammar. Ok? Et après le débat, notre objectif est d'agrandir notre communauté et de faire un débat sur toutes les différentes plateformes où Abdou Sammar Algérie part sont présents. Alors, je commence à 60, 909 cœurs. J'ai jamais reçu autant de cœurs dans ma vie, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais vous allez m'expliquer. Alors, je commence à enregistrer pour le live de Facebook, le live de YouTube, et je commence. 1, 2, 3. Voilà, alors je vous explique, nous avons créé un compte TikTok au début du mois de novembre. Il y avait des comptes TikTok qui existaient à mon nom, ce n'était pas ma personne. C'est qui me gênait, pourquoi? Je vous explique pourquoi. J'ai remarqué que TikTok est devenu un réseau préféré, le réseau préféré des jeunes Algériens. Franchement, le réseau préféré des jeunes Algériens. Mais malheureusement, les gens qui partageaient nos vidéos sur TikTok, ils faisaient de la manipulation. C'est-à-dire, ils prenaient mes vidéos, nos vidéos d'Algérie Part, on est sur abdoussammar.com, notre chaîne YouTube, et ils coupaient des extraits. Ils sortaient mes déclarations de leur contexte, ils les manipulaient, ils les falsifiaient, ou certains qui étaient très bien intentionnés, parce qu'il y avait les mal intentionnés sur TikTok qui utilisaient mon image, d'autres qui étaient vraiment bien intentionnés, et la majorité, je dirais, ils étaient bien intentionnés, on commençait à utiliser des extraits vidéo, pour les partager massivement sur TikTok. Et voilà. Sauf que c'était comme si sur TikTok, apparemment, c'est des extraits de très courts. Et alors que moi, je fais des émissions très longues parce que le décryptage des dessous de l'actualité algérienne, il est compliqué. Il faut du temps, il faut de la pédagogie, il faut des explications. Donc malheureusement, beaucoup d'entre vous, quand vous nous regardiez sur TikTok, vous ne compreniez pas réellement le message qu'on voulait diffuser, les informations qu'on véhiculait, comment on appelle ça, les informations qu'on révélait.
Donc il était nécessaire pour nous de créer un compte TikTok officiel. Les autres, c'était pas officiel. C'est pour ça qu'on a procédé à leur signalement. On les connaissait pas. Sincèrement, d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès des personnes qui se sont senties violentées, ou là touchées, ou là offensées, ou là parce qu'ils n'ont peut-être pas compris pourquoi on les a signalés. Non, on les a pas signalés parce qu'on veut les éliminer des réseaux sociaux, là, les éliminer de TikTok, ou là, les exclure, là, les mettre à l'écart. Non, on les a signalés pour juste une seule raison, parce qu'on voulait mobiliser toute notre communauté dans un seul compte officiel qui est TikTok Abdou Samar officiel, et que vous allez tous nous retrouver au moins 3 ou 4 fois la semaine, par semaine. Si vous êtes sympathique, je pourrais même faire chaque jour un live, on verra après. Donc, si vous vous regroupez, vous fédérez, comme ça notre parole ne devrait pas être dénaturée ni falsifiée, et vous allez pouvoir nous poser des questions en direct et on essaiera de vous répondre. L'objectif aussi, c'est de faire des lives sur TikTok pour l'interactivité, parce qu'à l'actualité algérienne, elle est très compliquée, elle est très complexe. Donc, je vous donne rendez-vous sur TikTok, vous allez poser des questions et je vais vous répondre avec toutes les informations qui sont à notre disposition, ou qui sont à notre possession plutôt, ou tous les éléments qui sont à notre disposition pour pouvoir vous éclairer. Voilà l'objectif un peu de ce compte TikTok: créer une communauté sérieuse, fiable, autour d'un compte certifié qui est le vrai Abdou Samar officiel. Vous allez avoir, c'est pas la peine d'aller écouter les autres qui reprennent nos déclarations, qui nous manipulent et qui falsifient ou qui sortent nos déclarations de leur contexte. Vous pouvez directement venir vers nous, vous abonner sur ce compte, nous envoyer des questions, on vous répondra, on essaiera d'être interactif dans le meilleur des cas possible, et on fera des lives 3 à 4 fois par semaine. Voilà, est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce principe? Voilà, tu as tout mon respect, un compatriote marocain. Je dis bien c'est un compatriote marocain parce que je considère les Marocains comme des compatriotes. Je suis très content d'ailleurs d'avoir une grande audience au Maroc. Notre objectif, je le rappelle, Hanafi Algérie, c'était d'être une passerelle entre les deux pays. Là où les autres médias jettent de l'huile pour attiser le feu de la haine et de la division et de l'agressivité et pour alimenter, pour creuser encore davantage le fossé de l'incompréhension, nous, on veut être un média, on essaye d'être. Et je pense qu'on l'est quelque part, de l'aveu même de beaucoup de nos détracteurs. De l'aveu même de beaucoup de nos détracteurs, ils reconnaissent, ils disent qu'Abdou Samar, en tout cas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il est neutre, sérieux et honnête. Dans le sujet, par exemple, du conflit algéro-marocain, on essaie d'être le plus honnête possible, le plus objectif, en se basant d'abord sur les faits, rien que sur les faits. Ni plus, ni moins. Voilà, encore bonsoir. Donc bonsoir à tous nos amis marocains. S'il y a des Tunisiens et des Français qui nous regardent, marhaba bihom. L'Algérie n'est pas la propriété exclusive d'un groupe social ou d'une région bien précise. Elle n'est pas aussi la propriété des Algériennes et des Algériens. Elle est aussi, je rappelle, alors c'est une notion, c'est un idéal, c'est un sentiment, c'est une cause qui pourrait interpeller tous les ressortissants et tous les autres êtres humains de cette terre, ou de tous les autres individus, qu'ils soient femmes ou hommes, issus de diverses nationalités, de diverses régions à travers le monde, ou de divers horizons. Alors, les gens qui veulent qu'ils montent sur le live, je ne maîtrise pas encore. Alors, excusez-moi, je vais apprendre. Le live, comment vous allez me répondre, comment je peux parler avec vous. Je préfère que ce soit pour le deuxième rendez-vous. Soyez compréhensifs, je ne maîtrise pas encore le côté technique. J'ai peur de mal gérer. Est-ce qu'on peut commencer, vous poser des questions directement par écrit? Je réponds, je vous identifie, et je répondrai, je vais lire votre question et je réponds. Dans une troisième, c'est un entraînement, aujourd'hui c'est un entraînement. Dans une deuxième étape, on va essayer de vous monter dans ce live et de discuter directement avec vous, et sans tabou, sans tabou. Marhaba bihom. Nos détracteurs, marhaba bihom. Nos fans, marhaba bihom. Juste, s'il vous plaît, pas d'insultes. Il y a des familles qui nous regardent. Pas d'insanité. Moi, je supporte la contradiction. Je suis pour la contradiction. Je suis pour l'insolence. Je suis pour la critique dure. Je suis dur avec moi-même déjà. Je suis très dur avec moi-même, avec mon pays, avec mon peuple, avec ma société, avec mon entourage. J'accepte qu'on soit dur avec moi-même. Et qu'on soit très dur avec moi-même. Mais pas d'insultes.
c'est pas la peine de l'insulte, etc. Alors on prend une autre question, on commence par la question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Othman, penses-tu que l'Algérie va finir comme l'ex-Yougoslavie? Othman. J'imagine que Othman, tu fais référence à ce qui va se passer le 14 décembre prochain et que j'aborde régulièrement en ce moment et en permanence dans mes émissions sur notre chaîne YouTube et sur les autres supports où nous diffusons de contenu. D'abord, je vais être sincère avec toi, Othman. Je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas. D'abord, on ne souhaite pas la division en Algérie. Qu'on soit opposant et qu'on soit clair, s'opposer au régime algérien, ce n'est pas s'opposer à l'Algérie et en tant que pays, en tant que nation. Qu'on soit très clair. Moi, on peut être un opposant au régime. On peut ne pas être d'accord avec Tebboune. On peut ne pas être d'accord avec Saïd Chengriha. On peut ne pas être d'accord avec tous les dirigeants algériens. Ça s'appelle la liberté d'expression, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle les libertés publiques et individuelles, la liberté de conscience, on peut appeler ça, on peut utiliser plusieurs notions philosophiques. Mais souhaiter un pays, la disparition ou la dislocation, ce n'est pas de l'opposition. Ça devient de la haine. Ça devient vraiment de la haine. Donc, ce n'est pas du tout envisageable, ni supportable, ni tenable, ni honnête sur le plan intellectuel de dire je souhaite à l'Algérie la dislocation. Othman, toi tu le dis pas. Othman, toi tu poses une question. Tu dis est-ce que ça va finir? Je ne pense pas que tu le souhaites. Et même si tu le souhaites, on pourrait en débattre pour savoir pourquoi tu souhaiterais cela à l'Algérie. Ça donc je l'espère pas. Mais je pense que c'est un risque par contre. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un risque. Le scénario yougoslave, à savoir, comme on l'a vu dans les Balkans durant les années 90, la séparation ou l'éclatement d'un pays en plusieurs républiques, en plusieurs pays, ça peut exister. Le Soudan, on l'a vécu en Afrique. On parle beaucoup du scénario yougoslave. On a oublié le scénario soudanais en 2011 avec le Soudan qui était le plus grand pays d'Afrique, du continent africain, qui s'est divisé. Il y a plusieurs cas dans l'histoire où des pays se sont divisés. L'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était un seul bloc, un seul, etc. Et ça s'est divisé, ça s'est disloqué. Donc, oui, c'est un risque. C'est un risque qui existe. Tous les grands pays qui ont... un grand pays, c'est quoi? Parce que la notion de grand pays, elle est subjective. On peut pas... ce qui est pour moi un grand pays pourrait ne pas être un grand pays pour les autres. Un grand pays, c'est quoi? C'est un territoire qui est immense. Donc c'est un territoire qui est important, qui est immense. C'est une population assez importante et qui est en train de connaître une croissance démographique importante. C'est un marché sur le plan économique avec beaucoup de potentialités. Et c'est une situation géographique stratégique. L'Algérie, elle correspond à tous ces critères d'un grand pays. Situation géographique importante, immensité du territoire, potentialité économique importante, un marché économique important. En plus de cela, une population démographique qui est en train de croître. Mais quand on est un grand pays, et quand le développement économique ne suit pas, et quand la croissance démographique elle est plus importante que la croissance économique, et quand le régime politique qui gouverne ce pays n'est pas légitime, ne respecte pas la volonté populaire, ou n'arrive pas à assurer la cohésion de la population, et quand il y a trop de frustration collective, et quand il y a trop de répression, trop de persécutions, surtout les persécutions des minorités, ou des identités régionales, ou des particularités identitaires régionales, le risque d'un éclatement, il est là. Je dirais que l'Algérie, elle est différente de la Yougoslavie, parce que l'Algérie, il n'y a pas autant de minorités qu'en Yougoslavie. En Yougoslavie, je rappelle, il y a des musulmans et des chrétiens. Il y avait des Slaves, et des Bosniaques ou des Bosniens, comme on les appelle. Il y a des Croates, il y a des Serbes, il y a des Monténégrins, il y a des Slovènes. Donc c'est un ensemble, c'est une mosaïque de minorités à la fois ethniques et religieuses. L'Algérie, c'est une mosaïque beaucoup moins compliquée que la Yougoslavie. Donc, c'est pas la même chose. Nous avons les Mozabites, nous avons les Sunnites, nous avons les Berbères, nous avons les Kabyles, les Touaregs, etc. Nous avons les arabophones et les berbérophones. Mais c'est une mosaïque beaucoup moins compliquée. Donc, ce n'est pas du tout la même situation. La Yougoslavie, c'est beaucoup plus grave. Et en plus, la Yougoslavie a été ciblée après la chute de l'Union soviétique,
clairement, il y avait un plan d'un nouvel ordre mondial qui se dessinait, dans lequel la Yougoslavie ne trouvait pas sa place, et des puissances mondiales qui voulaient s'emparer de ce pays ou l'éliminer de la scène géopolitique mondiale. Est-ce que l'Algérie est ciblée par les grandes puissances? Ce n'est pas le cas réellement, même si le régime algérien passe son temps à le dire, à le crier. C'est pas le cas. L'Algérie, elle est appréciée, et son intégrité territoriale fait l'intérêt de plusieurs grands pays. Mais maintenant, si le régime algérien entretient ou continue à entretenir des relations conflictuelles avec son voisinage ou avec les grandes puissances de ce monde, le risque d'un éclatement pourrait exister. Mais le scénario yougoslave est très compliqué, je ne le vois pas, il ne pourrait pas se concrétiser en Algérie. Ça va être très compliqué parce que pour des raisons, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas autant d'enjeux ethniques et religieux comme en Yougoslavie. Merci Othman pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va essayer de les prendre. Ya Jma'at al-Khair. Je vois que malheureusement, il y a beaucoup d'insultes. Ya Jma'at, celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, élevez le niveau. Vous n'êtes pas obligé d'insulter quelqu'un que vous n'aimez pas. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est simple. C'est très simple. C'est pas la peine d'insulter. C'est-à-dire, il faut essayer de faire marcher un peu son cerveau. Essayez. Je sais que l'intelligence demande un effort. Faites un effort. Contredisez-nous avec des arguments. Je vous donnerai la parole. Alors, quels sont d'après vous? Attendez, il y a beaucoup de questions qui fusent, hein. Apparemment, on est très nombreux. Certaines personnes, oh là, je vois, il y a des pommes de terre sur ma tête, je ne comprends rien. Alors, je ne comprends rien. TikTok, je vous dis que je découvre. Les cœurs, les pommes de terre et tout ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, une personne qui n'est pas très favorable à notre travail avait pronostiqué que lors de notre premier live, on n'aura que 16-20 personnes. Là, je vois qu'on est déjà à 600 et quelques. Merci de nous être fidèles et d'avoir prouvé à cette personne que nous sommes beaucoup plus populaires et crédibles que cela. Alors, c'est quoi le sort de Tebboune après le 14, le pilote? Le sort de Tebboune, cher pilote, n'est pas lié au 14 décembre. Tebboune panique effectivement à l'idée que le MAC est en train d'avoir une expansion internationale importante. Il panique effectivement à l'idée que le MAC commence à être considéré comme un interlocuteur légitime par des puissances étrangères importantes et influentes, comme la France, comme le Canada, comme la Grande-Bretagne, comme une partie de la classe politique israélienne, comme une partie de la classe politique aussi américaine. Mais son sort n'est pas lié directement au 14 décembre. Il est clair que si le MAC réussit le coup du 14 décembre, s'il mobilise dans la salle où il veut organiser la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, s'il mobilise des personnalités internationales, s'il arrive à convaincre des sénateurs français, ou des sénateurs américains, ou des sénateurs britanniques, ou des personnalités du monde de la culture, ou des personnalités du monde de l'art à venir en masse et à participer à venir assister pour cautionner la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, ça serait un immense discrédit pour Tebboune. Oui, Tebboune serait vraiment discrédité. Il pourrait être discrédité et au sein du régime algérien, il pourrait se créer des divisions et des doutes qui vont être exprimés à l'égard de ce président qui n'a pas réussi à gérer la question du MAC de façon convenable, puisqu'à l'époque de Bouteflika, le MAC n'a pas représenté un danger majeur, mais à l'époque de Tebboune, le MAC a pris une dimension internationale et il est passé du mouvement folklorique au mouvement politique de plus en plus structuré à l'étranger. Je dis cela, ça ne signifie pas que je suis d'accord avec le MAC. J'espère qu'on ne va pas m'accuser d'apologie du terrorisme. Je suis encore une fois un journaliste qui rapporte les faits, qui explique les faits, rien que les faits. Voilà, j'espère que, pilote, j'ai répondu à ta question. Voilà. Arrêtez d'insulter ceux qui appellent ça. Que pensez-vous? Ah, attendez. Il y a beaucoup de questions qui fusent. J'arrive pas à vous capter. Mais c'est passionnant quand même TikTok. Je comprends maintenant pourquoi les gens restent autant de temps sur TikTok. Vraiment. C'est vraiment passionnant. Il y a une interactivité absolument importante. Penses-tu que le président mettra fin à son mandat avant la fin de celui-ci? Est-ce que tu peux préciser ta question? Tu parles de Tebboune, tu parles du président Tebboune et de son deuxième mandat? Est-ce que tu peux mieux préciser ta question pour que je puisse y répondre, s'il te plaît? Parce que j'ai du mal soyons dans les questions, essayez d'être le plus précis, s'il vous plaît, pour que je puisse vous donner
pour que je puisse vous donner le plus d'éléments possible. Alors, attendez. Que pensez-vous? Attends, Tamazir, dans les documents. Alors, il y a beaucoup de questions qui. Quelles sont, d'après vous, les véritables raisons cachées de la haine du pouvoir contre le Maroc? Rahim. Quelles sont, d'après vous, les véritables raisons cachées de la haine du pouvoir contre le Maroc? Alors, Rahim, merci pour ta question qui est frontale. J'ai déjà essayé de répondre sur YouTube, dans nos émissions quotidiennement. Effectivement, il y a une marocophobie de la part du régime Tebboune qui est anormale. Il y a toujours eu des rivalités entre l'Algérie et le Maroc. À l'époque du régime Bouteflika, par exemple, il y avait une rivalité. Mais cette rivalité, elle était gérée de façon rationnelle. Il y avait des sujets de divergence. Il y avait des sujets de tension entre les deux pays. Il y avait des désaccords sur des points qui étaient conjoncturels, quelquefois structurels. Quelquefois, le régime Bouteflika avait raison. Quelquefois, le régime marocain avait raison. Mais là, on a dépassé l'étape du désaccord. On a dépassé l'étape de la divergence. C'est ce que moi, je critique. Pourquoi je suis critique à l'égard du régime Tebboune concernant sa gestion du conflit avec le Maroc? Ce n'est plus un conflit politique, c'est un conflit qui est devenu, j'ai l'impression, psychologique, sentimental. Il est devenu, il y a une haine, effectivement, à l'égard de ce que le Maroc représente, parce que le Maroc est devenu un adversaire de poids. À l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas la normalisation avec Israël. Il n'y avait pas le mouvement de reconnaissance mondiale en faveur de la marocanité du Sahara occidental. Il n'y avait pas autant... Le Maroc ne dominait pas la région du Maghreb. Parce qu'il faut dire, à l'époque de Tebboune, le Maroc, il a devancé le régime Tebboune. Tebboune a été très faible face réellement au leadership marocain. Bouteflika, il a empêché le leadership marocain. Il faut dire la vérité. À l'époque de Bouteflika, le pays leader du Maghreb, c'était l'Algérie. Lors de la disparition de Hassan II, Allah yarhamou, et le jeune roi Mohamed VI était jeune, le président le plus expérimenté, le plus malin, le plus connu, le plus rayonnant du Maghreb, c'était Abdelaziz Bouteflika. On avait Kadhafi, mais Kadhafi, vous connaissez tous, c'est un illuminé, et il est défrayé la chronique par ses incartades, etc. Il y avait Ben Ali, mais Ben Ali manquait de charisme. Bouteflika, c'est le seul président qui a survécu au printemps arabe, donc pratiquement dans le monde arabe. Il a survécu à un AVC, à sa crise de santé, etc. Il est resté au pouvoir. Il a survécu aux menaces terroristes de Daesh, etc. Donc, à l'époque de Bouteflika, l'Algérie était leader de la région. Malheureusement, Tebboune n'a pas su offrir à l'Algérie un leadership. Il a été surpassé par le leadership du Maroc parce que les Marocains ont bien utilisé les erreurs de Tebboune pour se repositionner et pour regagner leur leadership. Et l'Algérie, à l'époque de Tebboune, elle s'est effacée parce qu'elle s'est bagarrée, elle s'est disputée de façon absurde avec beaucoup de partenaires importants comme la France, l'Espagne, les pays du Sahel, les Émirats Arabes Unis. Donc le Maroc, il en a profité pour rayonner davantage au détriment de l'Algérie. Cette bataille perdue de Tebboune face au leadership du Maroc lui a certainement donné un sentiment de manque de fair play ou un sentiment, ça l'a déstabilisé psychologiquement et on a utilisé d'ailleurs Tebboune. Il faut savoir que de-delà de ce sentiment psychologique d'incapacité face au leadership marocain, c'est que Tebboune avait besoin de créer l'ennemi intérieur. Bouteflika, il avait une légitimité. Il a ramené la concorde civile, il a ramené la réconciliation nationale, il a ramené la paix en Algérie. Donc il avait une légitimité. Bouteflika, quand il partait dans les wilayas du pays, les gens sortaient, vous le voyez. Il a construit le pays en station de dessalement de l'eau de mer, le métro d'Alger, 7 tramways, 3 millions de logements. Le bilan de Bouteflika parle pour lui-même, il faut dire la vérité. Même si la fin de l'ère de Bouteflika était catastrophique, mais sur l'ensemble, c'était correct. Mais il n'avait pas besoin de l'ennemi intérieur, il n'y avait pas de contestation. Le printemps arabe, il a été empêché en Algérie. Le mouvement Barakat de 2014 n'a pas mobilisé 10 millions d'Algériens dans les rues. Donc Tebboune, il a utilisé la figure du Maroc, comme il a utilisé la figure du Hirak, la figure du MAC plutôt, pour verrouiller l'Algérie, pour supprimer, pour étouffer le Hirak, étouffer l'opposition et asseoir son pouvoir de domination. Dans toutes les dictatures arriérées archaïques, on a besoin d'un ennemi extérieur pour faire taire son peuple. Voilà grosso modo. Il y a d'autres raisons, Rahim, qui sont beaucoup plus complexes et plus compliquées, mais je pense que je t'invite à rester avec nous plus tard
et à nous rejoindre sur d'autres lives où nous allons explorer les dessous et les enjeux du conflit algéro-marocain. C'est un large sujet qui mériterait des soirées et des soirées et des soirées. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des rumeurs sur le général Hassan, ça, ce ne sont pas des rumeurs. En réalité, nous allons laisser... Je vous donne un scoop. Alors, demain, ce que nous allons révéler, nous allons vous révéler demain. Vous allez avoir une émission que nous allons diffuser sur YouTube, que nous allons ensuite la repartager sur TikTok. On va vous expliquer ce qui se passe autour du général Hassan. Il y a des rumeurs, effectivement, sur le départ du général Hassan. Le général Hassan n'est pas parti, n'a pas été limogé, n'a pas été relevé de ses fonctions. Je rappelle, le général Hassan dirige la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. C'est l'agence de renseignement, l'agence des services, c'est l'agence de renseignement la plus puissante du pays. C'est la direction la plus stratégique des services secrets algériens. Il n'a pas été démis de ses fonctions. Ce sont des rumeurs. On lui a nommé un adjoint. Il y a un adjoint qui a été nommé dans des circonstances qui ont demeuré opaques pendant plusieurs jours, mais que nous allons éclaircir demain, Inch'Allah, dans une autre émission. Tu n'as pas le droit de parler. Si tu n'as pas le droit de parler, là, il y a beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup d'insultes. Encore une fois, les gens qui ne nous aiment pas, il n'y a pas de censure. N'insultez pas parce qu'il y a des familles qui nous regardent. N'insultez pas parce que ce n'est pas intelligent. Essayez d'avoir des arguments. Essayez juste de réfléchir. C'est tout. Alors... Hossein Rezo, il est disparu parce qu'il a été mis à la retraite, etc. Et il faisait partie de l'ancien système, etc. Est-ce que je pourrais rentrer en Algérie? Quelqu'un m'a posé la question. J'espère pouvoir rentrer en Algérie, je garde toujours espoir. Abdelaziz Bouteflika, il est resté 6 ans en exil, il est revenu, normal, il est devenu après président de la République. Boudief, il est resté longtemps en exil au Maroc, il est rentré, il est devenu président de la République. Bon, après la fin de Boudief, j'espère ne pas avoir la même fin que Boudief, j'espère avoir une fin beaucoup plus joyeuse, mais je rappelle que je ne suis pas le premier exilé dans l'histoire de l'Algérie, je ne serai pas le dernier exilé, la Hogra a toujours existé dans notre pays, l'exil est une douleur, mais ça forge les hommes, ça m'a permis d'avoir une expérience internationale, ça m'a permis d'avoir du recul par rapport à l'actualité de notre pays. Ça m'a surtout donné de l'expérience. J'ai côtoyé des intellectuels ici en Occident, j'ai vu les pays développés, etc. On a amélioré nos compétences journalistiques, on a amélioré nos compétences intellectuelles, et le retour est pour moi une chose sûre. Moi, je suis certain que je vais retourner dans mon pays. L'Algérie n'appartient pas à ses dirigeants. L'Algérie, elle appartient aux Algériennes et aux Algériens. Et beaucoup d'exilés ont fini par revenir. L'histoire de l'humanité, elle est meublée d'histoires, de parcours et de cas où des opposants ont quitté leur pays, mais sont revenus par la suite et ils ont réussi à accéder à des centres de décision importants ou à des fonctions officielles. Inch'Allah, Jma'at al-Khair. Alors, il nous reste, il est 24 minutes. Dans 6 minutes, on clôture le live. Après, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? 37 000, c'est le nombre des vues qui me regardent ou c'est quoi 7,728? Bon, je sais pas, on m'expliquera après. On m'expliquera après. Tu comptes rentrer la bouteille Selecto? J'aime Hamoud Boualem, mais je préfère Coca-Cola. Désolé pour le produit national. Votre situation, parle-nous. Quel rapport entre les accords d'Abraham? Quel est mon but? Quelqu'un m'a posé la question, je n'ai pas retenu. Les questions sont en train de fuser. Est-ce que vous pouvez juste vous calmer doucement? Quel est votre but? Mon but est d'informer. Moi, je ne suis pas un opposant politique. Je suis un journaliste. Je travaille sur l'actualité. Je donne les faits, j'essaie de rapporter les faits et j'essaie d'expliquer les faits. C'est ça mon but. Et je suis journaliste. Malheureusement, le journalisme indépendant dans notre pays, il est criminalisé. Il est interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on essaie de rapporter une information qui échappe au contrôle des autorités, qui échappe au contrôle du pouvoir, eh ben, on est condamné ou à de la prison ferme, ou à la détention arbitraire, ou condamné à mort comme je le suis, parce que la liberté d'expression, elle dérange. Elle dérange. C'est ça. Malheureusement, les journalistes indépendants sont assimilés dans la catégorie des opposants par le régime actuel en Algérie, ce qui est une erreur. Moi, je donne de l'information. D'abord l'information, ensuite, le journalisme et aussi le commentaire.
Il y a le journalisme il y a le journalisme factuel, il y a le journalisme d'opinion. Journalisme d'opinion, on donne nos avis, on donne une lecture, on donne comment dirais-je, on donne un décryptage. Dans ce décryptage, il y a une part de subjectivité, il y a une part d'analyse, d'avis personnel, il y a une part de subjectivité, mais qui est reliée à une objectivité, qui est reliée à une description objective du réel. Voilà quel est mon but. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi tu as dit régime. Pourquoi je parle de régime? Pour une raison simple, mon cher ami. Un État structuré, il y a une différence entre un État et un régime. كاين فرق بين مفهوم الدولة ومفهوم النظام ومفهوم السلطة. باش نقولوا بالعربية. الدولة, l'État, est un ensemble de structures qui émanent de la volonté d'un peuple, qui ont la légitimité de gouverner au nom du peuple et qui fonctionnent de façon harmonieuse. Ça, c'est l'État. Un régime, sulta ou nizam, un régime, c'est un ensemble de décideurs qui se sont accaparés du pouvoir, qui ont constitué des centres de décision et qui gouvernent sans légitimité et qui, au lieu de défendre l'intérêt général du pays, défendent et travaillent d'abord pour leur intérêt particulier. C'est la différence. Dans le cas actuel du régime algérien, le régime, je parle du régime algérien. Le régime algérien, c'est quoi? C'est l'ensemble des décideurs, comme Tebboune, comme Saïd Chengriha, comme Général Hassan et les autres, etc., qui occupent des fonctions et qui, me semble-t-il, moi, dans leur politique quotidienne, ne favorisent pas ou ne placent pas l'intérêt général dans leur ordre de priorité. Par contre, l'État, il y a un État en Algérie, bien sûr, il y a un État en Algérie. Nous avons des institutions que nous avons tenté de construire depuis l'indépendance. Nous avons des fonctionnaires, nous avons des entités gouvernementales et étatiques qui essayent de veiller sur l'intérêt général du pays. Mais ces institutions sont malheureusement instrumentalisées pour des agendas personnels, pour des intérêts personnels, par ces décideurs ou ces clans ou ce régime. C'est le régime qui écrase l'État. Dans les pays développés et civilisés, c'est l'État qui domine le régime. Voilà pourquoi on parle du régime dans le cas de Tebboune, parce que nous avons un monopole du pouvoir qui n'a pas eu lieu suite à un processus démocratique, qui n'est pas des décideurs qui ne représentent pas la légitimité populaire, et une politique publique menée qui ne favorise pas l'intérêt général du pays. C'est pour ça que l'Algérie est dans un sale état aujourd'hui. Bon, quelqu'un m'a parlé, pourquoi tu t'es rendu chez E24 News? Très bien, c'est une bonne question, je remercie la personne. J'arrive pas à retenir les noms des personnes qui m'ont posé cette question, parce que vous êtes vraiment très nombreux, donc je vais essayer d'être, quand je peux pas capter vos prénoms ou vos pseudonymes, vous m'excusez. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des pseudonymes, donc vous comprenez, dans un pays où il y a un État, on n'a pas peur de s'exprimer sur les réseaux sociaux. La majorité des Algériennes et des Algériens utilisent les réseaux sociaux ou utilisent des pseudonymes sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur. Alors, pourquoi je suis parti sur E24 News? D'abord parce que je suis journaliste. Il faut savoir que un journaliste par principe, il parle à tous les médias du monde. Moi, je parle à tous les médias du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une télévision du Soudan m'appelle, j'irai lui parler. Quand une télévision indienne m'appelle, j'irai lui parler. Quand il y a qu'une télévision sud-africaine m'appelle, j'irai lui parler. Moi, ma stratégie, c'est d'investir tous les espaces médiatiques, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur affiliation, à la seule condition que ma parole, que mes informations, que mes déclarations ne soient pas falsifiées, ne soient pas manipulées, et on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. E24 News, en 2022, m'avait donné cette possibilité de m'exprimer. Je touchais une audience internationale. Qu'on le veuille ou non, E24 News était très regardée dans le monde arabe. Elle est encore très regardée dans le monde arabe. Donc je touchais une audience internationale pour faire connaître la situation sur mon pays. Jamais E24 News m'a demandé de dire du mal de l'Algérie. Jamais elle m'a demandé d'insulter l'Algérie. Et toutes mes prises de parole étaient structurées.
Maintenant, quant aux personnes qui me donnent des leçons, parce que c'est une télévision israélienne. Le régime Abdelmajid Tebboune en personne, le 17 novembre dernier, l'Algérie a voté une résolution américaine totalement favorable à Israël. Totalement favorable à Israël. Où elle parle de désarmement de la résistance du Hamas qui était considéré comme des mouvements de résistance par l'Algérie, où elle parle de placement de Gaza sous une autorité internationale, où elle parle de l'avenir de la Palestine sans associer les mouvements armés qui sont considérés par la diplomatie algérienne depuis l'indépendance du pays comme étant des mouvements de résistance. Donc, moi je suis journaliste, je suis pas un diplomate. Si j'étais diplomate algérien ou là, si j'étais président de la République, ben là je parlerais pas à I24 News. Mais, encore une fois, mon rôle de journaliste est de parler à tous les médias du monde et d'exploiter tous les espaces médiatiques pour défendre ce qui me semble, moi, l'intérêt général de l'Algérie et pour véhiculer la vérité sur l'image pour véhiculer une image qui colle à la vérité des événements dans l'actualité de mon pays. C'est très intéressant de vous parler, Ajma'at al-Khair. Alors, peux-tu nous parler... alors, j'ai du mal à stopper les... voilà. Tu vas venir au Maroc à la Cannes. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien venir au Maroc à la Cannes. Oui, c'est... je pense que c'est une Cannes qui sera importante, magnifique. Ce sera une occasion de prouver aux autorités des deux pays que les peuples sont pour la fraternité, pour l'unité. Et je suis sûr que les Marocains vont accueillir les Algériens comme il se doit, fraternellement. Et je suis sûr que ce sera une magnifique Cannes. Bon, j'ai déploré l'instauration des visas pour les Algériens à l'occasion de la Cannes, mais critiquer le Maroc sur ce point-là serait malvenu, puisque l'Algérie, elle a imposé l'obligation de demander le visa pour les citoyens marocains qui voudront venir en Algérie depuis... bien avant, depuis septembre 2024. Donc, je crois bien avant même, gars. J'ai oublié la date, je commence à être fatigué. Donc, c'est l'Algérie qui a commencé par instaurer les visas pour les Marocains et les Marocains. Donc, si le Maroc le demande, il l'a pas demandé une année plus tard. Là, c'est la Cannes. Visiblement, le Maroc veut filtrer l'arrivée de certains Algériens et Algériens parce que je pense que les autorités locales je pense, d'après ce que j'ai pu confirmer auprès de mes sources marocaines sur place, c'est que les autorités marocaines pensent qu'il y aura des énergumènes, des influenceurs, des manipulateurs, des individus malveillants qui vont essayer de semer la discorde pour saboter le bon fonctionnement de la Cannes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qu'on a vu au Côte d'Ivoire, chef-là en Côte d'Ivoire de l'avant-dernière Cannes, comment certains influenceurs et influenceuses algériens se sont comportés en Côte d'Ivoire, c'était une honte absolue. Je crois que le Maroc, il a le droit de filtrer. Mais j'aurais aimé que le visa ne soit pas instauré, parce que ça me semble être une mesure de discrimination. Mais malheureusement, la situation, les rapports entre les deux pays se sont tellement détériorés que l'instauration du visa est devenue... elle était devenue quasiment inévitable. Mais je le déplore et j'espère que le visa sera levé prochainement pour les Algériens qui voudront visiter le Maroc. Et d'ailleurs, j'ai apprécié la décision des autorités marocaines qui n'avaient pas appliqué la réciprocité quand Abdelmajid Tebboune avait décidé d'instaurer l'obligation de demander le visa pour les Marocains qui souhaiteraient séjourner en Algérie. C'était, je pense, au mois de septembre 2023 ou 2024. C'était septembre 2024, je crois. Je commence à te fatiguer, veuillez m'excuser. Alors, pourquoi... Alors, quelqu'un m'a dit, vous vous êtes trompé, pourquoi tu veux... Attendez, je n'arrive pas à capter les questions. On ne rabaisse pas un niveau, mais je suis victime de centre ADM de Tizi Ouzou. Ça, on en a parlé, c'est une enquête qu'on avait fait le ramadan dernier sur détournement des malades, détournement des visas médicaux pour certaines personnes malades chroniques en Algérie. Ça, on en a parlé, c'est un sujet sur lequel on va revenir, etc. Qui sont tes sources sans les nommer, bien sûr. Je vous trouve assez curieux, mon cher. Mes sources, ce sont des gens qui sont très bien placés au sein des autorités algériennes, des lanceurs d'alerte qui occupent qui travaillent au niveau de toutes les institutions du pays, mais aussi c'est des citoyens lambda.
Vous savez, il y a des citoyens lambda qui assistent à des événements, qui connaissent des parents, qui ont assisté à des discussions, ou qui ont obtenu des documents, qui nous font parvenir des informations. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui en ont marre de la situation actuelle de leur pays, qui voudraient la faire changer, qui voudraient la faire évoluer, et qui nous envoient des informations. Nous avons des sources à tous les niveaux de l'État. Pour une raison simple, c'est qu'il y a au sein de l'État algérien, comme au sein du régime algérien, c'est-à-dire au sein des entités, des institutions gouvernementales, comme au sein des clans et des groupes familiaux et des clans de l'entourage personnel et des dirigeants algériens, des gens conscients, des patriotes, qui en ont marre des pratiques dictatoriales, de la corruption et qui veulent défendre l'intérêt général du pays. Voilà, on va poursuivre Yajma'a. Oublie l'Algérie à vie, pour toi tu le sais, donc je le sais pas du tout, je pense que je vais retourner. Et je crois que monsieur SCH, tu seras même à l'aéroport en train de me dérouler le tapis rouge. Voilà, on va avancer un peu. Je remarque que vous... il y a quelqu'un qui m'a dit, je remarque que vous rapportez que les informations négatives, même si elles sont peut-être vraies. Haj Slimane, merci beaucoup pour cette question. Parce que je voulais vraiment, à chaque fois on me fait ce reproche. Pourquoi Abdou Samad, tu rapportes que des informations négatives? D'abord, il n'y a pas d'information, il y a Haj Slimane, négative ou positive. Il y a une information tout court. Elle est négative ou positive selon son impact sur la vie de la population algérienne. Toi, ce que tu peux percevoir comme négatif, une autre personne, un autre citoyen algérien, peut peut-être la percevoir comme positif, etc. En réalité, nous sommes des journalistes. Vous savez, je vais vous citer Picasso, un grand peintre espagnol, le grand peintre espagnol. Il avait dit un jour, avant de peindre une pomme comme on le veut, il faut la peindre comme elle est. Moi, je suis journaliste. Je ne peux pas mentir à la population et vous dire tout va bien en Algérie. Je décris une réalité. Malheureusement, la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui, Khouya Hadi, elle est beaucoup plus démoralisante, négative que positive, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Ce n'est pas aux journalistes d'inventer l'information. Le journaliste rapporte l'information. Mais ce n'est pas aux journalistes de gérer le pays, de corriger les problèmes du pays. Moi, je suis pas président. J'aimerais l'être un jour. J'espère pouvoir, peut-être un jour, je vais jouer un rôle au sein des institutions de mon pays. Si je me porte candidat, si vous allez voter pour moi, demandez-moi un bilan positif. Mais moi, je suis journaliste. Et malheureusement, Khouya Hadi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2-3 jours. Ramène-moi des informations positives de l'époque Tebboune. Donnez-moi, les partisans de Tebboune. Donnez-moi des informations positives. إذا تبون دار حاجة مليحة نقولوها لي نقولها. أنا واش راني d'après ce que je décris, la réalité qui me parvient et les informations que je vérifie et j'utilise beaucoup de chiffres, j'utilise beaucoup de documents. Je suis pas en train de faire du sensationnalisme. Je ne crie pas sur tous les toits. Je suis pas en train d'insulter, de diffamer ou d'outrager. J'utilise des informations qui sont factuelles, qui sont vérifiables, que nous pouvons vérifier, que tout le monde a le loisir de vérifier. Et malheureusement, quand on fait du commentaire, on aboutit à des conclusions négatives parce que le pays est mal dirigé. Le pays n'est pas dirigé par moi. Je pense que Hadi, tu devrais poser la question à Tebboune. Pourquoi le pays il est mal dirigé au point où l'actualité algérienne est dominée uniquement par les informations négatives? Quand on a, un exemple, on a eu 14 morts. 14 morts dans un bus, une Kenkaïri. Fibni Abbas. Au mois d'août, il y a à peine même pas 6 mois, il y avait 19 morts في الحراش. Est-ce qu'il est normal, Hadi Khouya Hadi Haj Slimane, qu'un pays de gaz et de pétrole, nous avons 50% de nos bus qui sont âgés de plus de 20 ans? Est-ce qu'il est normal que les Algériens et les Algériens qui marchent sur un territoire dont le sous-sol regorge de richesses et des bus âgés, archaïques? Quand je rapporte cette information, c'est de ma faute? C'est pas de ma faute, Hadi. C'est pas de ma faute, Haj Slimane. Mentir. Maintenant, si vous nous demandez de mentir pour apporter des informations positives, après, encore une fois, Haj Slimane, il y a pas mal de médias qui font chita. Les médias indépendants, on est une minorité. Tu veux les informations positives, avec le Moudjahid, ou la PS, ou chita, ou Choulouk, ou Nahar. Mais il faut que la critique existe. Il faut que le journalisme indépendant existe. Il faut que l'information réelle et véritable parvienne à nos concitoyens. Et ça, c'est pas du négatif, c'est malheureusement la vérité. La vérité peut faire mal, c'est pas parce qu'elle fait mal qu'on ne doit pas la dire.
Merci beaucoup, Khabti Khouatati. On va pas tarder encore. 5 minutes. Allez, 45 minutes. On va faire 45 minutes, une mi-temps. Hein, comme au football. Parce qu'on a parlé de la CAN tout à l'heure. 45 minutes. Dans 5 minutes, on clôture ce premier live. Franchement, il est passionnant, les lives sur TikTok. Franchement, je vous remercie de m'avoir incité à venir vous rejoindre. Ça fait 2-3 ans que vous me dites, venez, Abdou Samar n'est pas sur TikTok. Ce n'est pas normal. On est presque 500 d'après ce que j'ai compris en live, c'est ça? Presque 500. Ça fait plaisir pour une première. Franchement, ça fait plaisir. Chaouti t'invite à co-héberger. Je sais pas ce que c'est co-héberger. Je sais plus, j'ai rien compris. Donc, je vais. Encore une fois, je ne peux pas vous faire monter en live. Je ne maîtrise pas. Donnez-moi du temps pour maîtriser l'outil. Je vous promets que je ferai des discussions avec vous ouvertes. Et je vais débattre avec vous sans aucun souci. Mais ça, je peux pas débattre dans l'insulte. Et là, Mohamed Rasulullah. Je suis pas dans l'humiliation. Je suis dans le débat. Dans le dialogue respectueux. Je descends quand en Algérie, le plus tôt possible, Inch'Allah. Tu auras 30 millions de vues, Mahba, ça me fait plaisir que les Marocaines et les Marocains me regardent. Je n'ai aucun complexe là-dessus. Et je suis fier d'être un journaliste algérien très suivi au Maroc. Moi, je pourrais peut-être contribuer prochainement aussi au changement démocratique, au développement local et au développement du Maroc, qui est encore une fois un pays que j'aime autant que mon pays. Encore, l'avancée de la Kabylie, c'est l'avancée du MAC. Je comprends, il ne faut pas confondre encore une fois le MAC et la Kabylie. Le MAC est un mouvement séparatiste, sécessionniste, qui regroupe un certain nombre de militants. Nous avons beaucoup de mal à évaluer le nombre de ses sympathisants. Des rapports sécuritaires que nous avons consultés en 2021-2022 quand le MAC a été classé mouvement terroriste indiquaient que le MAC disposerait de 150 000 sympathisants. Et encore une fois, il y a une différence entre sympathisants et militants. On peut être sympathisant d'un parti politique, mais sans jamais participer à ses activités, sans voter pour lui, etc. Les militants, on n'a aucune idée. Je pense que c'est un nombre beaucoup moins important. Je crois que les militants du MAC à travers le monde, qui sont structurés, parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui participe à des meetings, qui participe à des réunions, qui cotise, qui collecte, n'est pas un militant qui veut. En Algérie, les gens croient que militant, c'est être sur Facebook. Non, ça n'a rien à voir. Je crois qu'être militant, les militants du MAC ne dépasseraient pas les 5000 à travers le monde, sachant que je rappelle qu'il y a 500 détenus politiques du MAC. Je parle de détenus politiques parce qu'ils n'ont pas commis de crime, ils ont exprimé une opinion certes radicale, violente, certes une opinion que je ne partage pas, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, mais je ne suis pas d'accord pour l'emprisonnement des militants du MAC. Moi, la prison, c'est pour les crimes, pas pour les délits d'opinion. À quand la suite du feuilleton Ibtissam Hamlaoui? Alors merci pour cette question. Les feuilletons Ibtissam Hamlaoui, nous sommes en train d'enquêter là-dessus, nous sommes en train de vérifier un certain nombre d'informations détaillées, parce que Ibtissam Hamlaoui, c'est pas une affaire de mœurs encore une fois, c'est pas une affaire privée encore une fois, c'est une affaire de mauvaise gestion d'un organisme public qui s'appelle le Croissant Rouge algérien, qui est une institution qui est rattachée à notre glorieuse histoire de la guerre pour la libération nationale. C'est une histoire de gestion d'argent. C'est d'argent public, c'est une histoire de corruption. C'est aussi, je rappelle que il y a eu des cas de torture. Il y a eu des cas de torture. Je n'arrive pas à comprendre comment certains nous avons eu des cas de torture. Nous avons eu un Algérien, Yassine Benchettah, et une Algérienne, Hajar Zitouni, qui ont été torturés, déshabillés et torturés. En 2025, c'est inacceptable. Les gens nous ont reproché de parler beaucoup de Ibtissam Hamlaoui. Moi, je parle pas d'Ibtissam Hamlaoui pour faire du buzz. Moi, j'ai parlé d'Ibtissam Hamlaoui pour l'intérêt général, parce qu'il y a eu des cas concrets de torture, des violations des droits humains. Et c'est pour ça que ce feuilleton est appelé à être poursuivi. Et nous ne réclamons pas la vengeance. Nous réclamons une enquête sur Ibtissam Hamlaoui. Les conditions, tout est scandale avec Ibtissam Hamlaoui. Cette femme n'aurait jamais dû être présidente du Croissant Rouge algérien. Elle ne mérite pas ce poste. Elle n'a ni les compétences, ni les qualités morales de ce poste. Elle n'a ni les compétences, ni les qualités morales de ce poste. Et ce qu'elle a fait, comment elle a instrumentalisé le tribunal judiciaire de Belmondraïs, et comment elle a instrumentalisé la brigade de recherche de Belmondraïs pour, encore une fois, humilier un homme et une femme,
juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec elle, juste parce qu'ils ont osé lui tenir tête et dénoncer et protester contre la mauvaise gestion du croissant rouge algérien, c'est intolérable. C'est l'un des plus gros scandales de ces 20 dernières années. C'est pour ça qu'il y aura toujours une suite dans l'affaire Wissam Hamlaoui et nous poursuivons nos investigations et nous allons publier des nouvelles informations très prochainement. Bientôt la déchéance de nationalité, il y a quelqu'un qui... Quel est votre... Alors, quelqu'un a parlé de bientôt la déchéance de la nationalité algérienne. T'inquiète, non, je suis pas du tout inquiet parce qu'elle ne pourra pas avoir lieu pour une raison simple. Le droit international empêche la déchéance de la nationalité. La nationalité algérienne ne vous appartient pas, n'appartient pas à M. Tebboune, elle n'appartient pas à M. Shengriha. Il y a un droit international. On peut enlever, on peut déchoir quelqu'un qui a la double nationalité. Moi, j'ai pas une double nationalité. Alhamdoulilah, je suis... Bon, alhamdoulilah, c'est pas un défaut d'avoir une double nationalité. Attention, quand je dis alhamdoulilah, ça veut dire que j'ai pas couru derrière une autre nationalité. Je suis fier d'être un Algérien. Ma nationalité, je l'ai bien héritée et je fais chaque jour des actes pour la mériter et pour continuer à la mériter. Et celles et ceux qui croient que la déchéance de nationalité peut nous faire taire, je leur dis très gentiment, je vous emmerde. Alors, d'autres questions, Eshma'at el-Khair. Bientôt président d'Algérie, Khouya Ilyes, j'aimerais bien, pourquoi pas. Ce serait un rêve que je nourris, mais je pense qu'on a encore de chemin. Alors, après avoir côtoyé à Hadi Haj Slimane, j'aime bien discuter avec toi, Hadi Haj Slimane, tu poses des questions très intéressantes. Après avoir côtoyé une autre communauté, quelle est votre conclusion sur le peuple algérien? Alors, c'est un peuple gentil, je vous assure. Moi, c'est un peuple gentil. C'est un peuple profondément bon. Les Algériens ont plein de qualités. Ils ont juste quelques défauts. Nous avons, je parle moi-même, je fais partie de ce peuple-là. Nous avons quelques défauts. On ne s'écoute pas. On ne supporte pas la différence. On criminalise, on diabolise tout ce qui vient de l'étranger. On confond entre la religion, le conservatisme religieux et le fanatisme. Et on n'est pas conscient de la diversité de notre pays. Les Algériennes et Algériens, si on fait un sondage, combien d'entre eux ont visité leur pays? Wallah, Ajma'i ne le connaissent pas. Je vous assure que s'il y a une enquête d'opinion, et s'il y a un véritable sondage sur le terrain, 80% des Algériens et des Algériens n'ont pas connu, n'ont pas vu la moitié du territoire de leur pays. Qui d'entre vous a fait le tour de l'Algérie? Très peu. Moi, j'ai fait le tour de l'Algérie. Les Algériens et les Algériens ne sont pas conscients des problèmes de leur pays, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment leur pays. Vous savez, Marseille est plus proche d'Alger que Tamanrasset. C'est ça, les gens ne le savent pas. Pour YouTube, ça a terminé, la vidéo a été achevée, le téléphone le téléphone que j'ai utilisé pour enregistrer ce passage, pour le mettre sur YouTube, il l'a chauffé, mais c'est pas grave, donc on met 1 heure. Allez, on met 1 heure. Est-ce qu'on a 1 heure? Est-ce qu'on a fait 1 heure? Allez, on fait une. Allez. Fin mot de l'histoire. 22h30, on termine le live. On est d'accord ou pas? Donc, je disais juste là, c'est important pour... Le peuple algérien ne connaît pas, n'est pas conscient de l'immensité de son pays et de l'immensité des défis que doit relever son pays. Quand on ne connaît pas assez son pays, on n'arrive pas à comprendre véritablement ses problèmes. Et si on ne comprend pas véritablement ses problèmes, on n'arrive pas à appréhender, à saisir les véritables solutions. Moi, j'ai fait le tour de l'Algérie 2 à 3 fois. Je peux vous assurer que notre pays, il a beaucoup d'atouts, mais il a beaucoup de problèmes. Et que si on se retrousse pas les manches et on ne travaille pas sérieusement pour trouver les solutions en urgence, on risque d'avoir de très gros, le danger qui va nous guetter à l'avenir sera vraiment très sérieux. Comme la France, oui, je sais pas ce que ça veut dire comme la France. Alors, parle-nous du dinar. Alors là, ça mérite une émission. Le dinar, pour moi, je le dis, c'est une monnaie de Monopoly, une monnaie de singe. La gestion économique de l'actuel par le régime Tebboune de l'Algérie a clochardisé le dinar. Je pense et je le dis, tant que l'Algérie ne crée pas une nouvelle monnaie pour une nouvelle économie. Le dinar actuel, il faut l'enterrer. Créer une nouvelle monnaie avec une nouvelle économie. Quelqu'un m'avait dit tout à l'heure, je me suis trompé sur l'euro, je me suis pas trompé, je vous assure qu'il va réaugmenter une nouvelle fois. Vous allez voir, au début de l'année 2026, il va augmenter. L'explosion des cours de l'euro, elle est inarrêtable à cause de la gestion financière actuelle du pays. Et on l'a expliqué, document à l'appui dans plusieurs de nos émissions. Revoyez-les.
il a 1 euro, 300 dinars, c'est une question de temps. C'est une question de quelques mois même. Le dinar, il faut l'enterrer. Il faut une nouvelle monnaie avec une nouvelle configuration économique, avec une nouvelle gestion économique du territoire et du pays. Bon, celui les insultes, celui qui insulte, tant que vous n'avez pas d'argument rationnel, je n'ai pas à vous répondre. Quelqu'un m'a parlé de la wilaya de Béchar. Oui, Béchar. Informez-vous sur Maroc. Oui, c'est pas Béchar, c'est Béchar Assad, apparemment. Mon avis sur un rapprochement Algérie-USA et éloignement avec les Russes, je l'ai déjà dit, cet avis-là, je m'attelle frère. Tebboune a essayé de jouer la carte de Poutine. Poutine n'a pas aimé Tebboune, ne l'a pas adopté. Il n'a pas voulu le soutenir. Et Poutine, dès le départ, a compris que Tebboune était turbulent, qu'il était instable, qu'il confondait la géopolitique avec son mouvement d'humeur. Et qu'il n'est pas digne de confiance. Et Poutine a compris dès le départ que la Russie ne pouvait pas bâtir une relation de confiance avec Tebboune. Pour une raison simple, Tebboune a des problèmes avec tous son voisin. Quel partenaire, quelle puissance mondiale pourrait être l'ami d'un pays qui se dispute avec la France, avec l'Espagne, avec le Maroc, avec le Mali, avec une partie de la Libye, avec les Émirats Arabes Unis? Un gars a problème. Imaginez, vous êtes dans une cour d'école. Il y a un élève qui se bagarre avec tous les élèves. Qui voudrait être son ami? Qui voudrait être l'ami de quelqu'un à problème? D'un homme ou d'une femme à problème? Tebboune est un homme à problème. Est un dirigeant à problème. C'est pour ça que Poutine, ça n'intéresse pas. Pourquoi je vais faire une relation de partenariat stratégique où je vais faire un allié avec quelqu'un qui a des problèmes avec tout le monde? Avec tout le monde. Avec ses voisins du Sud, avec ses voisins de l'Ouest, avec ses voisins de l'Est, avec les monarchies du Golfe, avec les voisins de la Méditerranée. Il n'a pas misé sur lui. Et c'est pour ça que Tebboune maintenant essaie de faire la danse du ventre aux États-Unis d'Amérique, à Donald Trump. Ça marche pour le moment, mais ça ne veut pas dire que les Américains ont beaucoup de choses à lui offrir. Et ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait développer plus tard. Macron pire, Algérie Bledi, moi je suis pas français. Je ne suis pas là pour juger est-ce que Macron est... Macron, il y a des médias libres. Il y a Mediapart, il y a Blast, il y a Disclose, il y a pas mal de médias libres et indépendants en France qui fracassent Macron jour et nuit. Donc je ne suis pas français pour juger Macron. Je suis algérien, je suis réfugié politique en France. Moi je suis invité dans ce pays. Moi demain il y a un changement politique dans mon pays, je rentre. Je fais mon travail de l'Algérie. Depuis l'Algérie, je fais un bureau à Alger comme je l'avais, etc. Moi, Macron, est-ce qu'il est bon ou pas bon? Si vous m'interrogez sur la France, je ne suis pas français. Le débat franco-français ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes en France qui sont en relation avec mon pays, avec l'Algérie ou avec mes compatriotes. Est-ce que Macron, il n'est pas bon, ou il est mauvais? C'est les électeurs qui seront amenés à l'évaluer ou à le juger. Qui veut un débat avec Lou Ibrahim? Je connais pas Lou Ibrahim. Si Lou Ibrahim, je les connais pas. Si elles peuvent se présenter, si ces personnes peuvent se présenter, moi je suis prêt à débattre avec ces personnes-là, mais encore une fois, sans insulte. Allez, dans 1 minute, on va clôturer le live. On a fait, je crois, presque 1 heure, si je me trompe pas. Voilà, dans 1 minute, je crois qu'on a fait, si j'ai bien compris, plus de 72 000 vues. Donc pour une première, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Wallah, tu vas jamais mettre les pieds en Algérie. Khoya le résistant, t'inquiète pas, tu seras à l'aéroport en train de m'accueillir avec des fleurs. T'inquiète pas. En Algérie, je remettrai les pieds et je pense que j'y vivrai encore plus longtemps en Algérie que toi. Et si tu as des idées plus intelligentes à dire, ce serait bien, mon cher résistant. D'ailleurs, tu n'illustres pas trop, non. Tu devrais t'appeler le déprimant, pas le résistant. Pourquoi tu es condamné à perpétuité en Algérie? Il faut poser la question au régime. Pourquoi on condamne un journaliste à la perpétuité? Parce que le régime est une dictature. ما يحملوش الصح. كلمة الحق ما يحبوهاش. كلمة الحق ما يحبوهاش. C'est pour ça qu'on a été... J'étais même pas condamné à la perpétuité, j'étais condamné à mort. لو كان خلوني en vie, perpétuité معليش. Ils m'ont condamné à mort, vous vous rendez compte? Quand on condamne à mort quelqu'un qui nous dérange, ça veut dire que peut-être cette personne a eu raison. Un réfugié a le droit de rentrer. Un réfugié a le droit, bien sûr, de rentrer. La France ne me garde pas prisonnier. Je suis pas pris en otage.
Moi, je suis pas Christophe Glaise, qui est en otage de l'Algérie. Moi, je suis pas otage en France. Moi, je suis venu en France. J'ai demandé le refuge politique conformément à la Convention internationale de Genève, qui donne le droit à une personne persécutée politiquement d'avoir le refuge politique. La France ne m'a pas rendu de service. La France ne m'a rendu aucun service. Elle a appliqué le droit international. J'ai bénéficié de cette Convention internationale de Genève qui protège les personnes persécutées. Et quand le jour où je voudrais rentrer en Algérie, je n'ai qu'à changer mon statut, à rendre les papiers à l'État français en le remerciant d'avoir respecté le droit international. C'est tout. Voilà. Videz votre sac, je pense qu'on en parlera. Allez les 31. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Ce n'est qu'une première qui appellera d'autres. Ce n'est pas la dernière fois. On va se retrouver, je pense, dans 2-3 jours. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à cette chaîne TikTok. Défendez-nous, s'il vous plaît. Et quand je dis défendez-nous, abonnez-vous à la vraie table, à la bonne chaîne de TikTok. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube. Suivez-nous, n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Et même nos détracteurs, on leur dit merci beaucoup. Même si vous nous critiquez, vous ne nous aimez pas, c'est pas les feux de l'amour. Vous n'êtes pas obligés de nous aimer. Respectons-nous, dialoguons. Et je souhaite que le meilleur pour l'Algérie, que Dieu protège l'Algérie, que Dieu bénisse l'Algérie.